Imaginez un instant une civilisation européenne aussi redoutable que Sparte, aussi riche que ses voisins, et pourtant presque muette. Elle n'a laissé quasiment aucune trace écrite. Eh bien, cette civilisation a existé. Aujourd'hui, on plonge dans le monde perdu et fascinant des traces. Alors, comment va-t-on s'y prendre pour percer leurs secrets? On va suivre un plan d'attaque, si j'ose dire. D'abord, on va essayer de comprendre qui ils étaient vraiment. Ensuite, on va écouter ce que la Terre elle-même a à nous dire, à travers leurs tombes. Après ça, on se penchera sur leurs incroyables tactiques de guerre, puis on s'aventurera dans leurs mythes, et pour finir, on verra ce qu'il reste de leur héritage, un héritage bien fragile. Et voilà, on touche tout de suite au cœur du mystère. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire d'un peuple qui n'en a laissé aucune par écrit? C'est un peu comme un puzzle géant, celui des traces. Sans leur propre texte, chaque tombeau, chaque petit objet en or devient une pièce absolument cruciale qu'on doit essayer d'assembler. Allez, notre enquête commence pour de bon. On est au cœur des Balkans. Il faut s'imaginer une sorte de mosaïque de tribus, à la fois guerrières et artistes, qui ont dominé cette région d'Europe pendant des siècles. Et pourtant, ils sont restés une véritable énigme pour leurs voisins. Et franchement pour nous aussi. Alors, qui étaient-ils, ces Thraces? Surtout, il faut oublier l'image d'un grand empire unifié. Non, non. Les Thraces étaient plutôt un réseau de tribus toutes farouchement indépendantes. Pour les Grecs et les Romains, leurs voisins, ils étaient compliqués. D'un côté, des barbares un peu sauvages, de l'autre, des artisans incroyables, capables de créer de pures merveilles en or. C'est vraiment un peuple de contraste, aussi doué pour l'art que redoutable au coma. Bon, puisqu'ils n'ont rien écrit, pas le choix, il faut se tourner vers la terre. C'est là que leurs secrets sont enfouis, littéralement. Et les indices qu'ils y ont laissés, eh bien, ils nous racontent une histoire assez surprenante. Regardez bien ce chiffre, plus de 15 000. C'est juste énorme. C'est le nombre estimé de tumulus, ces sortes de collines funéraires thraces qui parsèment le paysage en Bulgarie. Il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire. Chacune de ces collines est une capsule temporelle potentielle, une bibliothèque silencieuse dont la plupart des livres n'ont tout simplement jamais été ouverts. Et parmi toutes ces découvertes, il y a un joyau, un vrai de vrai, le tombeau de Kazanlak. Essayez d'imaginer, on peut naître dans cette petite chambre funéraire, et là, on tombe sur des fresques d'une vivacité incroyable. On y voit un couple royal, probablement lors d'un banquet d'adieu. C'est fou, c'est comme une fenêtre ouverte directement sur leurs croyances, sur leur vision de l'au-delà, qui est restée là intacte pendant 2400 ans. Ok, donc le tombeau nous parle de leurs croyances, mais le trésor de Panagioris chez lui, il nous parle de leur richesse, de leur opulence. Et là, attention, ce n'est pas juste de l'or, c'est une véritable déclaration de pouvoir. On parle de plus de 6 kilos d'or pur, 24 carats, façonnés pour des rituels dont on ne peut qu'essayer d'imaginer la splendeur. Mais ce qui est peut-être encore plus fascinant que l'or lui-même, c'est ce que ces objets racontent, ces scènes mythologiques. Héraclès qui combat des monstres. C'est un mélange parfait. On a la technique, le savoir-faire trace, au service de mythes qui sont clairement grecs. Et ça, c'est la preuve qu'ils n'étaient pas du tout isolés. Au contraire, ils étaient au carrefour des grandes cultures de leur époque. Mais attention, cet amour de l'art, ce faste, tout cet or, ça ne doit surtout pas nous faire oublier l'essentiel. La réputation première des Thraces, celle qui faisait vraiment trembler leurs voisins, c'était bien celle de guerriers, et de guerriers absolument implacables. Et leur soldat emblématique, ce n'est pas le légionnaire romain ou l'hoplite grec lourdement protégé dans son armure. Non, leur champion, c'est le peltaste. Un combattant léger, super rapide, dont le nom vient de son petit bouclier en forme de croissant, la pelta. Sa véritable armure, en fait, c'était sa vitesse et sa mobilité. En fait, c'est vraiment l'opposition de deux philosophies de la guerre. D'un côté, on a le mur d'acier des Grecs, la fameuse phalange, qui avance comme un rouleau compresseur, lent mais puissant. Et de l'autre, on a les Saintraces, rapides, totalement imprévisibles, qui frappent de tous les côtés en même temps. C'est la force brute contre la tactique de la guérilla. Leur façon de combattre, c'était d'abord une guerre psychologique. Tout commençait par des cris terrifiants pour briser le moral de l'adversaire. Ensuite, une attaque surprise, violente et soudaine. Mais au lieu de tenir la ligne, ils se repliaient. Ils faisaient semblant de fuir pour attirer l'ennemi dans un piège. Et une fois l'adversaire désorganisé et épuisé, ils contre-attaquaient avec une violence renouvelée. C'était un jeu mortel, un jeu d'usure et de terreur. Mais la voix de la Thrace, ce n'était pas que des cris de guerre, loin de là. C'est aussi de cette terre sauvage et mystérieuse qu'est née l'une des légendes les plus poignantes, les plus universelles qu'on connaisse, celle d'Orphée. Orphée, c'est un peu l'âme poétique de la Thrace. C'est un héros dont l'arme n'est pas une épée, mais une lyre. La légende dit que sa musique était tellement puissante qu'elle ne charmait pas seulement les humains, mais aussi les animaux, les arbres, les rochers et même les dieux.
Le pouvoir de sa musique était sans limite. Avec sa lyre, il pouvait apaiser les bêtes les plus féroces, il pouvait faire danser les pierres et même endormir Cerbère, le terrible gardien des enfers. Son art, au fond, représentait l'espoir le plus fou de l'humanité, l'espoir de pouvoir vaincre la mort elle-même. Et pourtant, cette histoire est avant tout une immense tragédie humaine. Après avoir réussi l'impossible, charmer Hadès, le dieu des enfers, et le persuader de lui rendre sa femme Eurydice, il échoue. Pourquoi ? À cause d'un doute, d'un simple regard en arrière, un geste d'amour, d'impatience qui la condamne à jamais. Alors au final, que reste-t-il de ce peuple, de ces artistes, de ces guerriers, de ces poètes ? Quel est l'héritage d'une civilisation qui n'a pas laissé son propre récit ? Un symbole incroyablement puissant de cet héritage, c'est la cité de Setopolis. C'était une capitale thrace, entièrement planifiée, qui aujourd'hui repose sous les eaux d'un barrage. Cette ville engloutie, c'est l'image parfaite de leur histoire, brillante, mais en grande partie perdue, submergée, attendant d'être redécouverte. Le problème, c'est que cet héritage est terriblement fragile. Il est en danger. Pour chaque tombeau que les archéologues explorent officiellement, combien sont pillés en secret ? Chaque objet arraché à la terre par des chasseurs de trésors, c'est comme une phrase qu'on arrache au grand livre de l'histoire des traces. Une phrase, une information, perdue pour toujours. Il existe des lieux où le passé ne dort jamais. Cette phrase, elle prend tout son sens quand on traverse ce qu'on appelle la vallée des rois thraces en Bulgarie. On a vraiment cette impression que sous chaque colline, sous chaque champ, le passé n'est pas mort. Il est juste là. Il attend. Le grand puzzle des Thraces est donc très, très loin d'être terminé. Chaque année, de nouvelles pièces sont découvertes, c'est vrai, mais beaucoup d'autres sont perdues en même temps. Et la question, elle reste entière, suspendue dans l'air. Les collines de Thrace nous livreront-elles un jour tous leurs secrets ?